Je vais essayer de tenir dans les délais, mais j'ai confiance, on fera signe. Non, parce que je suis très bavard et c'est un sujet qui me passionne. Alors, c'est vrai que des fois j'en rajoute, je démarre. Mais heureusement, je suis tenu par les diapos quand même, donc ça me maintient. Bon, alors, ce Saint-Sphère, mais compte tenu qu'il y en a quand même beaucoup qui en ont déjà entendu parler, je ne vais pas vous faire tout le cheminement de la Passion, mais vous savez que Jésus a été flagellé, qu'il a ensuite été couronné d'épines, qu'il a ensuite porté sa croix pour être crucifié, qu'une fois crucifié et décédé, il y a un centurion qui lui a donné un coup de lance, ensuite décédé, il n'a pas eu les jambes brisées, j'y reviendrai, comme tous les crucifiés, il a eu le coup de lance, et qu'en fait ensuite un homme riche, un noble, Joseph d'Arimathie, est venu avec ce fameux linceul très spécifique et très coûteux, mais c'était un homme riche, donc il a donné ce linceul, et c'est même lui qui a donné en fait son tombeau, parce qu'on verra pourquoi il fallait un tombeau qui n'ait jamais servi, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc il a été enseveli. À ce moment-là, c'est Nicodème qui a parfumé le corps, je vais dire, d'aromates, myrrhe et aloès, parce que comme ça va arriver, il fallait aller vite, et donc c'est lui. Le corps donc a été mis au tombeau dans ce linceul, la pierre a été roulée, et puis 3 jours après, Pierre et Jean les saintes femmes ayant vu la pierre déplacée, Pierre et Jean sont arrivés, et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que la pierre effectivement avait été roulée, que le linge était toujours là, mais qu'il n'y avait plus de corps à l'intérieur. Alors en fait, ce dont je vais vous parler, eh bien, c'est que sur ce Saint-Suaire, bon, Saint-Suaire ou linceul, c'est la même chose. Disons qu'en parlant de Saint-Suaire, j'y crois plus que si je parle de linceul, mais le résultat est le même. Donc il restait ce Saint-Suaire, et c'est de ce Saint-Suaire dont je vais vous parler. Vous en avez ici en bas une reproduction, mais à 50% de taille. Parce que le linceul, on va le voir, est plus grand, le double en taille. Donc simplement, ce que l'on va voir, c'est que tout ce que je viens de vous décrire, flagellation, crucifixion, autre, eh bien, on le voit sur l'image. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, alors peut-être vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est pour ça que je suis là, pour vous expliquer ce que l'on voit. C'est parce qu'en fait, ce que l'on voit correspond parfaitement au texte des évangiles. Parfaitement, vous verrez, ça correspond à ce que des historiens, pas forcément croyants d'ailleurs, connaissent des coutumes d'ensevelissement à l'époque de Jésus. Donc tout ça se retrouve, et en mettant le tout en combinaison, ce que les historiens connaissent, ce que l'on voit sur l'image, ce que les scientifiques découvrent, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est l'objet le plus étudié au monde. Et continuellement, vous verrez, je vous parlerai de découvertes de l'année dernière. Continuellement, il y a de nouvelles choses qui sont découvertes et qui permettent d'avancer dans, non pas forcément dans, parce que maintenant on est quand même assez persuadé de ce que c'est, du corps qui a effectivement été à l'intérieur, même si aujourd'hui, on va le voir, l'image, on ne sait pas comment elle s'est formée. C'est un mystère. On est en 2013, 21e siècle, et on ne sait toujours pas. Tous ceux qui ont essayé de refaire ce type d'image n'y sont jamais arrivés. On constate, les scientifiques arrivent, surtout au niveau de la photo, à voir ce qu'il y a, mais ils ne savent pas comment c'est produit. Je vous donne un tout petit exemple. Ce tissu est en lin, des fibres de lin de 30 microns. Le tissu est roussi sur 3 microns. Aujourd'hui, pour faire 3 microns sur 30 microns, c'est pas à main levée qu'on arrive à faire ça. Donc voilà, ça fait partie de tous les mystères que l'on a. Alors, bien être sûr, bon, le Jean-Paul II, il a été coupé en haut, là, mais enfin, il faut aborder l'étude du Saint-Suaire sans préjugés, c'est-à-dire que des fois c'est vrai. Allez-y. On parle science et foi, en fait, il faut regarder, il faut découvrir, et puis voilà. Et puis, Benoît XVI disait, la foi seule permet de comprendre que Jésus est Dieu. On peut très bien être croyant et pas croire au Saint-Suaire, on peut croire au Saint-Suaire et être croyant. Il y a une multitude de personnes non chrétiennes qui reconnaissent ce que l'on voit dessus, voilà. Alors, ce que je vous propose, on va voir ce que l'on découverte physique du
buin, du tissu. On va voir ce que l'on voit comme image, et puis ce qu'elle représente. Ensuite, je vous parlerai des principales découvertes historiques scientifiques. Et là, peut-être je vais en sauter quelques-unes parce qu'il faudra que je tienne dans le temps. Et comme tous les ans, ils s'en rajoutent et que 1h10, c'est toujours 1h10. Donc, voilà, je tiens. Et puis, à la fin, un peu les prises de position. Bon, savoir même ce qu'en pense l'Église aujourd'hui. Parce que le Saint-Suaire est propriété du Vatican de l'Église depuis 1981. Il était propriété de la famille de Savoie, parce que vous allez voir, il a été longtemps en Savoie, historiquement, et donc il était à Chambéry, et puis là il a un petit peu déménagé, il est parti à Turin, mais Turin faisait partie de la Savoie, et donc il est à Turin, et comme le dernier roi de Savoie est décédé en 1981, il a légué ce Saint-Suaire donc à l'Église, au Vatican, mais à ce moment-là, il était décidé de le laisser à Turin pour à son emplacement où il était. Alors, ce Saint-Suaire, on ne le voit que très rarement. Le père Romald qui sourit parce qu'il sait ce que je vais dire derrière. Il est présenté lors des ostensions. Les ostensions, en gros, c'est tous les 20-25 ans. Mais là, il y a eu un petit changement dans les dernières années, puisque la dernière ostension voulue par Benoît XVI est en 2010, mais celle d'avant est en 2000. Donc ça fait pas 25 ans, et celle d'avant était en 1998. Mais il y a eu toujours de bonnes raisons à ça. La prochaine télévisuelle sera samedi. Ça c'est aussi une grande nouveauté, parce que ça ne s'était jamais fait depuis 1973. Et Benoît XVI, avant de quitter, avant de partir, a demandé à ce que pour le samedi saint, parce qu'il a beaucoup associé Saint-Suaire et samedi saint, et donc il a demandé, et ce sera une extension télévisuelle, filmée par la RAI, peut-être reprise par KTO, mais il sera mis sur Internet. Donc si vous souhaitez le voir en vrai, après avoir eu mes explications, voilà, ça peut... Alors, ce Saint-Suaire, donc son aspect physique, alors pour bien comprendre, ce que vous voyez ici, c'est ce bras qui est déplié. C'est-à-dire que vous avez ici la partie dorsale, et ici la partie ventrale qui est ouverte. Alors, le mieux pour comprendre, c'est vous avez la partie dorsale, donc là, et puis sur le dessus, ici dans l'ellipse orange, c'est-à-dire que si vous avez un repère d'un point, par exemple rouge sous le bras, ça va arriver, voilà le petit point rouge qui va être ici, au-dessus il est orange, et le sphère étant déplié, voilà, parfait. Je n'osais pas le faire moi, mais alors interdit de dormir, et je peux pas quand même, donc en le dépliant, voilà ce que l'on obtient. C'est-à-dire qu'en fait, on a renversement ce qui serait le côté droit que l'on a ici, devient ici sur le côté gauche du bras, parce que c'est... Mais ne nous prenons pas la tête avec ça, vous prenez que... Ah ben alors maintenant, en fait d'avoir éteint, on vote en dessous, mais c'est pas grave, non, je rallumerai de temps en temps. Donc ce que l'on a. Alors, c'est un drap 4,41 m de long, 1,13 m de large, 0,4 mm d'épaisseur. Ce drap, particularité 1 visuelle, c'est que quand on le regarde à 3-4 mètres, on voit, enfin parfaitement bien, on voit l'image correctement. En dessous de 2 mètres, on ne voit plus rien, aussi bien que ça puisse paraître. Il a été dit beaucoup, des fois, qu'un peintre pouvait avoir peint ou mis à la main des pollens. Compte tenu qu'à moins de 2 mètres, on ne voit rien, ou alors il fallait un grand manche pour le mettre, mais donc c'est possible. Et au-delà de 4 mètres, on ne voit plus rien parce qu'on est trop loin des détails. Donc on voit parfaitement bien, enfin, on voit une image entre en gros 3 et 4 mètres. Ce linceul, si numériquement je truque un petit peu en noircissant l'image, voilà ce que l'on obtiendrait. Alors, je vais rallumer pas longtemps, mais l'image que je vous montre ici, c'est une image qui photographiquement a été très contrastée, pour que l'on voie quelque chose, puisque dans sa réalité c'est très pâle. Mais voilà. Donc,
Bon, pour l'instant, je laisse comme ça. Hein. En fait, dans la réalité, voilà à peu près ce que l'on verrait. Une image donc beaucoup plus pâle. Ce drap a une bande recousue en haut, on ne sait pas bien quoi c'est, mais elle était recousue, et l'une des particularités, c'est un détail mais qui sert dans la datation, c'est que là, d'abord le tissage du lin qui est en arête de chevron, là, c'est quelque chose qui se faisait jusqu'en l'an 300 à Masada. Et passé l'an 300, Masada a été détruit, et passé après, ça s'est arrêté. Ce type de tissage n'a plus jamais existé. Donc, c'est quelque chose qui déjà permet d'être daté. Et en plus, la couture de la petite bande est une couture qui se faisait à l'époque de Masada et qui n'a jamais été reprise derrière, puisque c'était lié à ce tissage en arête de poisson. Donc, pour bien comprendre, parce que je vais vous parler beaucoup des fibres de lin. Bon voilà, ce tissage, ça passe en dessus, c'est pas en lin, peu importe. Mais les fibrilles de lin, voilà, vous voyez ce petit morceau là, ici, ce petit morceau fait donc quelques microns, puisque la fibre de lin par elle-même, ça, ces gros morceaux font 30 microns, pour bien saisir. Et ce roussissement que l'on a dessus, dont je vais vous reparler après, ne fait que 3 microns. Donc, imaginez-vous un roussissement de 3 microns sur une fibre de 30 microns, c'est pas facile à réaliser. Donc, en 1532, je vais vous en reparler après, suite à un incendie, les Clarisses de Chambéry ont, pour, je vais dire rafistoler, enfin remettre tout en état, ont cousu au dos du Saint-Suaire ce qu'on appelle une toile de Hollande. C'était donc sur le verso, donc on va dire là, derrière, pour consolider le tout et faire que ça tienne parfaitement bien. Cette toile qui a été cousue en 1534, elle n'a jamais été enlevée, sauf en 2002, où, parce qu'ils s'apercevaient qu'aux endroits où il y avait eu des coutures, voilà, on va y arriver, il y avait des dépôts qui arrivaient, enfin des dépôts, alors je vais réduire pour... Et il fallait retirer, parce que ça commençait à attaquer le tissu. Et c'est à ce moment-là, on va le voir, c'est qu'en enlevant ce tissu, ça a permis de découvrir d'autres choses qui étaient invisibles du côté image. J'y reviens tout à l'heure. Je vous dis à chaque fois, j'y reviens tout à l'heure, parce que là, c'est vrai, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est pour éviter que vous partiez. Bon, alors, voilà tel qu'il est, si on ne garde que l'image. Alors ça aussi, c'est trucage numérique, hein. Si on ne gardait que l'image, voilà ce que l'on aurait. Si on ne gardait que les défauts, alors les défauts c'est quoi? Ce sont des trous, des taches d'eau, voilà ce que l'on aurait. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup plus de marques de trous, de dégâts que pratiquement de l'image. Dans ces dégâts que l'on a là, il y a, vous avez remarqué, vous remarquerez que c'est très symétrique. C'est très symétrique, ce qui a permis de savoir que ce linceul, avant d'être présenté plus, était gardé, plié, pas roulé, mais plié comme ceci, j'y reviendrai là aussi, et quand il y a eu des dégâts, par exemple, quand en 1500 l'incendie a détruit, enfin, a failli détruire, puis le linceul à ce moment-là était dans une chasse couverte de plomb à l'intérieur, le plomb a fondu et a donc fait des trousses que les Clarisses donc, ont pu après réparer comme elles le pouvaient, mais c'est un travail méticuleux, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne fait que quelques millimètres. Et donc quand elles ont cousu cette toile de Hollande tout autour, imaginez, hein, ce qu'elles ont fait comme travail, c'était superbe. Donc voilà les trous qu'il y avait ici. Ces marques plus foncées, alors là aussi, hein, numériquement on a foncé, ce sont ces taches-là, ce sont des taches d'eau, mais que l'on retrouve parfaitement symétriques. C'est donc, là aussi, vous verrez une expérience tout à l'heure qui a été faite pour arriver à savoir et comprendre comment a pu être gardé ce Saint-Suaire, entre autres au départ. Donc, il y a ces marques en aile qui sont des petits trous. Alors, où est l'intérêt pour les scientifiques? Bon, ce sont des trous, mais il y a en 1995, alors qu'est-ce que c'est qu'un codex près? Alors,
Codex près, le près c'est le nom de la personne, codex c'est comme un livre avec des dessins et du texte pour parler de quelque chose. Et ce monsieur près, hongrois, a voulu représenter la passion, surtout la mise au tombeau du Christ sous forme de dessin. Il avait mis aussi du texte. Mais qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque que le linceul qui est dessiné avec, vous voyez, tous ces petits repères, c'était pour dessiner ces arêtes de poisson, enfin le tissage. Là. Et puis, et surtout ce qui est intéressant par rapport au trou, c'est qu'il a dessiné, il a dessiné ici les petits trous sous forme de rond, ces petits trous qu'il a vus, et c'est là où on sait qu'il n'a pu que voir le Saint-Suaire, puisque en dessinant le tissu, dessiner des trous, des ronds ici, je ne vois pas pourquoi il aurait dessiné, des ronds à des endroits précis qui correspondent au Saint-Suaire. De la même façon, vous remarquerez que Jésus est dessiné les bras croisés. Ces bras croisés, il faut savoir que la coutume juive, quand ils ensevelissaient quelqu'un, était obligatoirement de mettre les bras sur le côté du corps. C'était complètement impur de croiser les bras. Bon, si donc il n'avait pas vu, il aurait dessiné les deux bras sur le côté. Le fait qu'il fasse croiser les bras, c'est parce qu'il avait vu, et entre autres, il avait vu le Saint-Suaire, on va le voir, où Jésus a les bras croisés pour une raison morphologique. Et puis, voilà, Nicodème qui renverse, parce que je vous en parlerai tout à l'heure, les aromates que l'on va retrouver. Alors, qu'est-ce que l'on constate? C'est que cette pièce de lin, du fait du tissage, du fait de la machine utilisée et de blanchiment du lin, permet de le dater par les spécialistes en tissu ancien, 1er siècle, ça c'est quelque chose de sûr. Donc la bande longitudinale, et puis les dimensions, parce que quand on voit 4,41 m, on se dit pourquoi ça, et pourquoi 1,13 m, c'est la conversion de mesure en coudées qui existait à l'époque. Alors, maintenant, voyons voir ce que l'on voit. Parce que, alors je vais rallumer un peu. Voilà. Ce que l'on voit, ce que je vais vous montrer sur l'image aussi, ici, donc, je vais tourner, grossir et tourner. Peut-être, attendez, je vais éteindre, je vais vous mettre l'allumer. Hein. Ben, je ne peux pas faire la moitié. Non, j'ai 2 boutons. Si je fais ça. Si vous avez vu quel tableau? L'autre? Non, mais vous voyez mieux comme ça ou moins bien? C'est-à-dire que si j'éteins, je ne peux plus vous montrer ma photo là. Bon, bon non, je vais éteindre, allez, on va se... Allez. Promis, je ne touche plus le bouton. Donc, qu'est-ce que l'on... Ah, c'est peut-être pas mal, parce que ça... Il faut y aller éteindre. Bien, donc, qu'est-ce que l'on voit? Alors, bien sûr, je vais vous le dire, alors, vous allez peut-être me dire oui au départ, mais peut-être vous remarquez un visage. Quand je dis vous remarquez peut-être un visage, c'est ici les cheveux, ici le nez, ici une barbe, la bouche, les yeux, et puis, surtout pour l'instant, ce qui nous intéresse, des marques beaucoup plus sombres ici, que les spécialistes ont analysé, on découvert c'était du sang. Du sang séché bien sûr, et ce sang que l'on a là, eh bien, quand on va le détailler, plus particulièrement, on va s'apercevoir en prenant la partie dorsale, donc que l'on a forcément ici, puisque là c'est de face et là de dos, vous retrouvez ces marques de sang sur l'arrière de la tête, et vous voyez aussi au-dessus des marques de sang. Ce qui a permis, et maintenant c'est une affaire bien reconnue, c'est qu'en fait quand on parle de la couronne d'épines, c'était plus un casque, genre casque d'épines, ce qui ne contredit absolument pas la relique de Notre-Dame de Paris qui est la couronne d'épines, puisqu'en fait cette couronne d'épines que l'on a à Notre-Dame, c'est cette partie circulaire qui est en bas, qui est là. Et du fait de toutes les marques de sang qu'il y a sur le dessus, c'était pas une couronne, une simple couronne qui a pu faire les marques de sang, c'était donc un casque. Et là, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec ça. Donc, si l'on continue et l'on prend là, cette partie inférieure, donc pareil, on va retourner. Alors là, je pense que vous remarquez bien 2 bras, enfin
avec les mains, les doigts, et puis des taches plus foncées sur le long des bras, puis une grosse tache foncée ici. Donc cette tache foncée, Jésus ayant été crucifié, il a été crucifié comme on a cru longtemps, jusqu'en 1960, crucifié dans la paume de la main. En fait, c'est un chirurgien qui, en gros, 1950-1960, a découvert que c'était impossible. Parce que si on crucifiait, alors comme je disais, alors vous ne le faites pas, je disais plutôt tout à l'heure, plus jeune, essayez pas de le faire, mettre un clou dans la paume de la main, eh bien le poids du corps arrache, la paume de la main ne peut pas tenir, il n'y a pas d'os ici. Donc en fait, ce que les personnes, donc les Romains qui crucifiaient, eh bien ils crucifiaient dans les poignets. C'est-à-dire qu'en fait, dans les poignets, cet espace qui s'appelle l'espace de desktop, c'était ici, et là, il y a plein d'os, et ça tenait bien. Et ce que l'on a, la marque de sang ici, est bien la marque du poignet. Et puis, il y a une autre chose qui a été découverte à ce moment-là, c'est que lorsque l'on mettait le clou ici, ça touchait un nerf qui faisait que le pouce se rétractait. Et c'est la raison pour laquelle vous ne voyez que 4 doigts. Ici, puis derrière, là. En fait, ces 4 doigts, c'est parce que quand on crucifiait, le pouce se rétractait, et en fait, on ne voyait que les 4 doigts. Alors, pourquoi c'est intéressant à noter, c'est que en iconographie ou autre, on s'aperçoit que dès donc découvert en 1950, donc par le professeur Barbet, mais c'est en 972, Géron était une personne qui avait été à Constantinople et qui avait forcément vu le Saint-Suaire, puisqu'il a fait sculpter et les pouces rétractés ici. Si je vous demandais de faire un dessin de quelqu'un, vous ne le dessineriez pas avec 4 doigts. Il y a forcément le pouce qui serait dessus. Donc le fait qu'il ait mis, c'est qu'en 972, il l'avait vu. Alors pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est pour montrer que le Saint-Suaire existait déjà en 972. D'ailleurs, maintenant, c'est une affaire bien reconnue. Si vous prenez les Porte Sainte à Rome, Sainte-Marie-Majeure, vous avez ce clou est bien dessiné dans les poignets. Qu'est-ce que l'on voit aussi? Eh bien, des marques de sang là, le long du bras, puisque quand Jésus était crucifié, il n'était pas crucifié comme ça, le poids du corps faisait que, même il reposait sur les pieds, les bras étaient tendus, et c'est en fait la marque de sang qui découlait du poignet et qui était marquée ici. Et puis les 4 doigts, et vous voyez, il n'y a que 4 doigts, et 4 doigts très allongés. Très allongés, Jésus, qui pourtant était quelqu'un de costaud, il était charpentier, avait des doigts très allongés, et là aussi, regardez au niveau du codex près, vous avez ici 4 doigts très allongés, et il n'y a que 4 doigts dessinés. Et à l'époque, il ne savait pas du tout pourquoi, mais comme il reproduisait ce qu'il avait vu 4 doigts, il mettait 4 doigts. Donc, tout crucifié, je vous dis au départ, était pour accélérer la mort, les crucifiés avaient les jambes brisées. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il était accroché, et puis il se reposait, les pieds étaient reposés sur un support, et pour respirer, ils s'appuyaient sur leurs jambes et de façon à remonter le corps et que les poumons soient dégagés et puissent respirer. Lorsque les Romains trouvaient que ça avait assez duré, eh bien ils leur brisaient les jambes, et comme ça ils ne pouvaient plus s'appuyer, se relever, et tout crucifié mourait d'étouffement, d'asphyxie. Et donc Jésus, lui, avec tout ce qu'il avait subi, on va y revenir, n'a pas eu les jambes brisées, mais pour vérifier qu'il était bien mort, le centurion lui a donné un coup de lance. Alors peut-être ça ne vous choque pas, mais ce coup de lance, enfin là on ne voit pas trop sur le dessin, mais ça a gêné beaucoup de monde pendant des années. Le coup de lance a été donné à droite, sur le côté droit. Bon, alors soit le centurion ne savait pas ce qu'il faisait, mais enfin pour toucher le cœur,
le cœur n'est pas à droite. Hein. Il y a quelques personnes dans le monde qui ont un cœur à droite, mais bon, pas beaucoup. Et donc, alors là aussi, les historiens se sont dit, mais pourquoi? Ils ont recherché, et ce qui a été découvert, c'est que l'armée romaine, mais leurs ennemis en face aussi, avaient des boucliers. Et à l'époque, bon, ayant des boucliers, ils avaient une lance ou une épée, mais pour aller tuer et toucher le cœur, ils passaient par l'autre côté, ce qui explique qu'ils donnaient sur le côté droit, et en donnant sur le côté droit, ils passaient comme ceci, là, au niveau des côtes, et ils allaient toucher le cœur, mais en perforant l'enveloppe qui est autour, et quand il est dit il a jailli du sang et de l'eau, en fait c'était du sang et le liquide qui est autour, bon, qui a été pris pour de l'eau. Donc tout ça c'est conforme au récit des évangiles. Si maintenant on prend la partie au dos, cette partie au dos, quand on va regarder le dos à proprement parler, eh bien qu'est-ce que l'on va découvrir? On va découvrir, voilà, une multitude de marques noires. Pensez que toutes ces marques noires, ce sont des taches de sang, hein. C'est du sang. C'est du sang qui est dû dans le dos, et on va le voir parce qu'il y a des jeunes qui sont revenus et on le voit le long des jambes. J'allume. J'allume. Ici, là, on le voit sur les jambes, parce qu'il n'y a pas que le dos qui est marqué. Vous avez les cuisses et là, parce que Jésus n'est pas forcément resté debout à attendre les coups de fouet. Donc, il y a eu sur les jambes également. Et ces marques de sang, donc, étaient dues à la flagellation avec les flagrums. Les flagrums, c'est les fouets de l'époque, mais pour que ça fasse bien mal, parce que vous savez, on n'a rien inventé, mais ils étaient bien sadiques à l'époque, les fouets avaient des petites billes de plomb ou des petits osselets pour que ça prenne bien dans la... En plus, c'était pas bien rond pour que ça glisse, c'était bien marqué pour que ça arrache la peau. Il faut savoir, c'est que quand on parle peut-être de la force de Jésus, c'est que normalement, dans l'histoire c'est reconnu, c'est que la flagellation, c'était pas plus de 20 coups de fouet. Parce qu'au bout de 20 coups de fouet, il partait du principe que quand vous aviez eu 20 coups de fouet de ces petites billes-là, ça suffisait et la personne était à la limite de la vie et de la mort. Les scientifiques ont recensé au niveau des marques ici de 200 impacts et bon, voilà, alors ça peut montrer que Jésus était peut-être quelqu'un de plus fort que les autres, je ne sais pas, mais enfin, il faut bien reconnaître que quelqu'un qui a été flagellé, crucifié, là c'est très très rare en fait, parce que c'était soit la flagellation, soit la crucifixion, et encore la crucifixion c'était attaché avec des cordes, ou crucifié avec les clous selon le degré. Hein, donc, alors, maintenant on prend les pieds. Au niveau des pieds, eh bien, on retrouve la même chose que pour les poignets, c'est-à-dire qu'en fait, on a le clou qui était mis ici, et Jésus a été crucifié les deux pieds l'un sur l'autre. C'est pour ça que quand on ne voit que les 3 clous de la Passion, c'est parce qu'il n'y avait que 3 clous. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de ça, de ces images? C'est que l'homme a été flagellé et crucifié selon les méthodes romaines. Ce qu'on constate, c'est remarquable, enfin, l'image que l'on voit avec tous les marques et le récit de la passion de Jésus. Hein, c'est les deux, ça fait une véritable bande dessinée. Hein. Et puis, une chose aussi particulière, c'est que je prends toujours l'exemple, parce qu'alors on dit, c'est vrai que le tissu n'est pas arraché. Si vous vous coupez, vous mettez un morceau de Kleenex pour arrêter, ce morceau de Kleenex, quand au bout de 10 minutes, un quart d'heure, vous l'enlevez, il s'arrache, hein, et ça laisse ça a séché avec le sang. Et bien là, si le corps avait été retiré normalement, le sang et le tissu, le sang séché, le tissu aurait dû être arraché. Il n'y a aucune marque d'arrachement sur le tissu, donc le corps, il est parti, on ne sait pas comment, hein, mais il est parti, il n'a pas été tiré et volé comme un malpropre. Et puis, au niveau des études, le sang est de type AB. Alors, AB, il faut savoir, c'est que c'est un groupe, c'est pas fréquent. C'est beaucoup plus fréquent dans les pays orientaux. Hein, mais chromosome XY, ça veut dire que c'est un homme. Et puis, il a été trouvé depuis les différences entre les sangs veineux et artériels, et les compositions aussi différentes
selon les zones touchées avant la mort ou après la mort. Et en fait, ce que les scientifiques ont découvert, c'est que par exemple à l'endroit du poignet, ben, c'est un sang d'avant la mort, et par contre au coup de lance, c'est un sang d'après la mort. Donc tout ça, ça a permis de montrer, il faut savoir, c'est que cette composition, là, l'étude du sang, le premier qui a trouvé la différence entre le sang artériel et le sang veineux, c'était en 1593. Là, ensuite, entre le sang avant et après, 17e siècle, et puis les groupes et les parties d'ADN, c'est en gros 1900. Hein, donc, je dis ça après, c'est promis, je le répète plus, mais mon image avec marqué la datation, point d'interrogation, parce qu'il a été longuement, on en parle moins maintenant, mais on a dit, oh, c'est un faussaire au Moyen-Âge. Ce faussaire au Moyen-Âge, 1200, il ne pouvait pas connaître ça, il ne pouvait pas connaître ça, il ne pouvait pas connaître ça, il ne pouvait pas connaître le pli dans les poignets. Donc comment aurait-il pu faire ou mettre quelque chose qu'il ne connaissait pas? Alors, on arrive à la photographie. Les découvertes par la photographie. Alors, pour bien comprendre, parce que vous êtes plus âgé que tout à l'heure, mais la photo numérique, elle est répandue partout. Mais avant la photo numérique, c'était la photo argentique. Et la photo argentique, il y avait un négatif, c'était les cristaux d'argent qui noircissaient. Alors prenez un sujet, mais au hasard, un sujet parfaitement au hasard, que l'on veut photographier. Si vous, en argentique, en le photographiant, vous obteniez un négatif, qui était ceci, qui était donc, ce qui était noir devenait blanc, ce qui était blanc devenait noir. C'était toujours inversé. Puis quand on tirait sur papier, ben voilà ce que l'on obtenait. Je referme la parenthèse de ce sujet et on va retourner au linceul, là, avec cette image à 3-4 mètres. Alors pourquoi je dis ça? Alors attendez, là, ça c'est pas... Non, ah, voilà. Et donc, en 1898, il y a Secondo Piast, un Italien, qui a eu le droit, enfin il demandait depuis quelques années, et il a eu le droit donc de photographier le Saint-Suaire. Donc il est arrivé avec son matériel de l'époque. Pensez 1998, ce n'était pas les appareils d'aujourd'hui. Donc cette grosse chambre-là. Et puis il a fait 4 photos. C'est pas grand-chose, mais il a fait 4 photos. Ça lui a pris la journée en gros. Et puis il est allé dans son labo, il a développé. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Ce négatif. C'est-à-dire qu'il a obtenu une image, forcément, qui était le négatif de ce qu'il venait de photographier. Ce qu'il venait de photographier, c'est ce qui est en dessous, là. Et donc, il a obtenu ceci. Et là, maintenant, je pense quand même que vous voyez beaucoup mieux un visage humain. Si là, ça ne se voyait pas tellement, là, on voit bien avec le nez, la moustache, la barbe, les cheveux, et puis les marques de sang qui sont en blanc. Je pense que c'est plus visible, là. Et quand il a fait ça, scandale, accusé de tous les maux d'avoir truqué dans son laboratoire, parce que autant là, on ne voyait pas forcément bien ce que c'était, là, on voit bien un visage, et après un corps humain dans l'ensemble. Et donc, il a fallu attendre 1931 pour qu'un autre photographe, bon, d'abord les films ayant fait des progrès et tout ça, un autre photographe fasse des images, obtiennent forcément alors la même chose, mais de bien meilleure qualité, parce que là, je pense que maintenant, ça ne pose plus de problème. Enfin, vous voyez parfaitement bien un visage, avec des détails très précis, si on grossit cette partie-là, puisqu'on a uniquement par les roussissements sur ces 3 microns, qui sont plus ou moins marqués. Alors, il faut savoir, c'est que le roussissement, il est le même sur toutes les parties, mais il y a plus ou moins de fibrilles qui sont roussies, et c'est ce qui donne cette clarté d'image. Les photos vont continuer. Et en 2008, eh bien, il a, grâce au progrès scientifique et le numérique, il a été fait toute une série de photos. Alors là, ça va plus vous parler, l'image numérique. Imaginez, ce sont des images de 12 milliards de pixels. 12 milliards de pixels, quand vous avez un appareil, il doit faire 6 millions de pixels, là, sur des petits morceaux d'image de 5 cm. Ce qui donne, au niveau global, permet de voir des détails de 2 centièmes de millimètre, ce qui est énorme et permet d'avoir des détails très précis sur le roussissement et ce que l'on peut voir à l'intérieur. On va le voir, ça a beaucoup servi pour les signes que l'on a pu découvrir dessus. Donc, pour bien se remettre en tête, on a voilà, la coupe, là, le tissu de lin,
c'est ça, c'est en épaisseur. Donc qu'est-ce que l'on a? On a les taches de sang qui sont sur le dessus. Ce sang a un peu traversé, mais très marqué dessus, et on le voit très peu derrière. D'ailleurs, si on prend le tissu retourné à l'envers, on voit très peu la marque de sang, si on l'avait de ce côté-là. Donc voilà ce que l'on a pour bien situer. Et l'image, eh bien l'image, elle est imprimée, enfin elle est uniquement, donc elle est en surface sur le tissu, mais elle n'est pas du tout sous les taches de sang. C'est-à-dire qu'en fait, le sang a empêché l'image de se former. Ça va, vous me suivez? Ça veut donc dire que l'image s'est formée après le sang. C'est-à-dire qu'en fait, quand Jésus a été mis dans le linceul, il avait du sang sur lui. Ce sang s'est mis sur le tissu. Et quand, un peu plus tard, l'image a existé, cette image-là, parce que on a le tissu en dessous, cette image-là ne s'est pas impressionnée, le tissu n'est pas impressionné sous les taches de sang. Ce qui permet de savoir que l'image s'est faite après le sang. D'ailleurs, des photos prises en transparence, on ne voit pas d'image. On voit que on voit forcément les défauts, mais on voit les taches d'eau, mais vous ne voyez aucune image. Là aussi, deuxième particularité de cette image, c'est qu'en transparence, on ne voit rien. Alors, ce que les spécialistes ont réussi à trouver, c'était une image orthogonale. Une image orthogonale, en fait, c'est quoi? Alors, là, c'est mon petit dessin, la tête, mais vue comme ça, avec le tissu posé dessus. Si l'on prend deux marques, deux taches de sang, quand on va déplier, enfin quand on va mettre le tissu à plat, qu'est-ce que l'on va avoir? Les taches de sang vont venir se positionner ici. Là, c'est logique. Normalement, si l'image s'était formée par contact, c'est-à-dire que si l'image que l'on a d'imprimée sur le tissu s'était formée par contact, l'image de cette tache de sang devrait se trouver là. Et qu'est-ce que l'on constate? C'est que ces images, c'est pour ça qu'on parle d'une image orthogonale, elles sont ici. C'est-à-dire que quand on regarde, alors de très près, et là, eh bien on s'aperçoit qu'entre, mettons, un endroit où il y a eu une marque, enfin un trou qui a fait une tache de sang ici, il y a à peu près 2-3 mm de décalage avec l'image enregistrée. Ce qui donc explique bien que c'est une image orthogonale. Il faut savoir que cette image orthogonale, c'est la seule au monde qui existe. Personne n'a jamais pu reproduire ce type d'image. C'est là, on constate, mais on ne sait pas faire. Et puis, alors ça expliquerait par exemple, vous avez cette image qui serait là. Si elle était normalement faite par contact, voilà ce que l'on aurait comme image, une image beaucoup plus large. Cette image orthogonale, elle s'explique, enfin on la voit aussi, quand on prend le... je ne vais pas rallumer, si, rallume. Quand on regarde bien ici, on a le visage de face, mais avec le visage, le dos de la tête, il y a un espace. Ici, il y a un espace où il n'y a rien, il n'y a que la tache d'eau là, mais il n'y a rien, c'est ce que l'on a ici. On n'a rien. Eh bien, pourquoi on n'a rien? Je vais éteindre. Enfin, vous avez vu, enfin, là, l'image de face qu'on a ici, et puis le visage de dos, et là, entre les deux, parce que normalement, si l'image avait été normale, le haut de la tête de face devrait toucher le haut de la tête de dos. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a rien. Je vais éteindre. Mais si j'éteins, vous ne pouvez plus écrire. Si, ça va? Ça va? Non. Sinon, je laisse allumer. Donc, on a là cet espace. Eh bien, en fait, ça s'explique très bien par l'image orthogonale, puisqu'on a ici de face, ici de dos, mais toute cette partie-là n'a pas été impressionnée parce que c'était droit. Ça explique le manque d'image à cet endroit-là. Ça vous paraît peut-être évident, compréhensible. Sachez que ça a été découvert il y a à peu près une trentaine d'années seulement. Enfin, compris, je n'ai pas découvert qu'il manquait une image, mais on ne comprenait pas pourquoi il manquait une image. Donc, cette image, elle a aussi l'autre particularité d'être tridimensionnelle. Alors, Paul Vignon, déjà en 1900, avait un petit doute là-dessus, enfin un petit imaginaire. Qu'est-ce que c'est qu'une image tridimensionnelle? C'est une image pour laquelle le noircissement est proportionnel à la distance. C'est-à-dire que là, par exemple, où le tissu touche le corps, eh bien, il y a très peu de distance et on va voir c'est très noir. Mais par contre, là où il y a un espace assez grand, eh bien, l'image sera beaucoup plus pâle.
si l'image s'était formée, parce qu'il y en a qui l'ont pensé au départ, s'était formée par contact. Après tout, on peut très bien, vous m'enduisez plein de peinture, si vous mettez un tissu sur moi, là où le tissu va toucher mon corps, ça va devenir avec de la peinture. Et là où ça ne touche pas, il n'y aura pas de peinture. Eh bien, qu'est-ce que l'on prend? Si l'on prend ce tissu et on met sur le visage ici, normalement, si c'était par contact, on ne devrait avoir en image que cette partie sombre ici, point, parce que c'est le seul endroit où ça touchait. Et qu'est-ce que l'on constate quand on regarde, et les spécialistes ont vu, c'est qu'en fait, eh bien, le sensuaire, tel quand on va le regarder, il est comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a noir, mais il y a un dégradé qui correspond parfaitement bien, c'est pour ça qu'on parle d'image tridimensionnelle, à la distance à laquelle se trouve le sujet. Plus le sujet est éloigné du tissu, plus c'est pâle. Plus c'est près, plus c'est foncé. Alors, ça a permis, eh ben, déjà 1923, d'arriver à recomposer, alors là vous allez dire pas terrible, mais 1923 il avait ça, d'arriver à recomposer une image un peu en relief, et puis ensuite le groupe en 78 avec des outils déjà un peu plus perfectionnés sont arrivés à être complètement ok que c'était inversement proportionnel à la distance, et puis en 1974, eh bien, vous voyez, une image déjà un petit peu plus en relief, même si elle n'est pas forcément de très bonne qualité. Puis 1974, toujours là, cette image, mais 1976, avec la NASA, qui était spécialiste un peu dans ce domaine, eh bien, d'arriver à avoir des images beaucoup plus précises en relief, qui même en les floutant donnaient ce type d'informations, mais des images beaucoup plus précises. Et puis, 98, un Italien, Guerrecci, est arrivé, et là vous voyez que au niveau qualité de relief, ça permet de complètement distinguer le corps qui était à l'intérieur. Ça permet d'avoir ce type d'image qui est arrivé en... Voilà, donc ce qui donne une parfaite vision du corps qui était à l'intérieur. Disons que c'est l'image du visage de Jésus. Alors, en continuant, Thierry Castex est un Français qui est spécialisé dans les photos sismiques suite au tremblement de terre. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est pour vous montrer que des gens peuvent être très spécialisés dans un domaine, mais s'ils se passionnent pour un sujet, c'est le cas de ce monsieur, spécialisé dans les photos. En fait, il photographie des prises de vue aériennes, les sols où il y a eu des tremblements de terre, et à l'aide de tout un petit bricolage. Traitement numérique de la photo, les colorants, les couches et tout ça, arrive à comprendre et à comprendre les failles et à voir les failles. Eh bien, il a appliqué cette méthode sur le Saint-Suaire et il est arrivé à avoir des images en relief d'une excellente qualité et surtout de commencer à pouvoir découvrir sur les images des petits repères dont je vais vous parler tout de suite derrière. Voilà, donc des images où on voit très bien le corps, et enfin, là je pense que c'est très clair. Alors il faut savoir c'est que toutes ces études de tridimensionnalité ont permis à des sculpteurs de faire des œuvres. Là elle est à Rome, je crois que c'est mais je ne sais plus laquelle. Donc, soit Sainte-Marie Majeure, soit Saint-Jean de Latran, mais cette sculpture. Et puis là, un Espagnol en 2012 qui a fait encore plus parce qu'il a remis toutes les marques de sang qui étaient donc visibles, il les a reportées. Et là, on se rend bien compte de toutes ces souffrances qu'a pu avoir Jésus au niveau de la flagellation. Alors, c'est pareil, c'est les jambes ici, c'est parce que Jésus, pour de multiples raisons, n'a pas pu être enseveli, les jambes allongées. Alors cette image tridimensionnelle, eh bien, elle a permis de découvrir et de comprendre ce que l'on observait depuis très longtemps, c'est que sur les yeux, il y avait deux taches blanches. Deux taches blanches que le constatait, mais on ne savait pas à quoi ça correspondait. Et grâce à l'image tridimensionnelle, eh bien, on est arrivé, quand je dis on, les spécialistes sont arrivés à détecter par le relief qu'il s'agissait de pièces de monnaie. Alors il faut savoir, c'est que dans la coutume de l'époque, enfin je vais revenir après à la coutume, on mettait des pièces sur les paupières
des personnes qui venaient de mourir, et compte tenu de la dimension, enfin tout ce qui est écrit ici, eh bien ces pièces étaient des pièces des leptons de l'empereur Tibère frappés en l'an 29-30. L'an 29-30, c'est pas l'an 15 ou c'est pas l'an 1000, hein, c'est l'an 29-30. C'est bien une date assez précise sur la mort de Jésus. Et donc, alors cette coutume de mettre des pièces de monnaie, je disais quelqu'un tout à l'heure, c'est pas spécial romain. Les Égyptiens avaient déjà ces habitudes. Mais simplement, ça se faisait. Hein, on mettait les pièces. Et quand on a découvert que c'était ces deux pièces, enfin ces pièces étaient de l'empereur Tibère, ça permet d'avancer dans la datation de l'image qui est sur le tissu. D'ailleurs, ça va, j'ai le temps, je suis bien dans les délais, hein, ne vous inquiétez pas, je suis bon là. Hein. Non, c'est parce que je peux respecter. Les spécialistes, parce que normalement ici, sur les pièces, les leptons, ça devrait être un C. Alors, il y avait un cas, alors j'y connais rien le texte qui est marqué dessus, hein, mais allez-y, entrez. Hein, ça aurait dû être un C. Donc, forcément, ceux qui étaient un peu opposants à ça, disent, vous voyez bien que c'est un faux, puisque vous nous dites la pièce, et puis les les spécialistes en numismatique, voilà, ont fait des études, des recherches, et sont arrivés à trouver qu'il y avait toute une série de pièces en grande quantité qui avaient été frappées avec un K et pas un C. Donc voilà, donc maintenant taisez-vous, vous voyez que ces pièces ont existé. Alors, les découvertes donc, sur l'image ont permis aussi beaucoup, enfin un petit peu déjà au départ, mais surtout beaucoup après d'avoir enlevé la toile de Hollande. Cette toile de Hollande qui était au dos a permis de découvrir, parce que depuis 1534, elle n'avait jamais été enlevée. Hein. Donc elle a été décousue, je vous l'ai dit au départ, en l'an 2000, parce qu'il y avait des poussières qui arrivaient à l'intérieur, qui l'abîmaient. Et donc il a été découvert, d'abord sous forme de signes, pas forcément très visibles, mais les traitements numériques de l'image ont permis de les rendre beaucoup plus visibles. Des signes qui se sont transcrits sous forme de lettres. Alors c'est pour bien comprendre, hein, le texte, il est là ici, il est en dessous, sur le côté extérieur. Et ces textes là, que j'ai mis en bleu, hein, mais qui en fait sont pas bleus ou sont pas jaunes comme ils sont là, ces textes que l'on a là, eh bien il y a une personne qui s'appelait Barbara Fresne, je vais y venir, qui elle n'est pas du tout spécialisée en images, mais elle travaille au Vatican, et sa spécialité est toute la partie historique des mœurs et coutumes et des ensevelissements à l'époque de Jésus. Et ce qu'elle connaissait historiquement, c'est qu'il y avait une coutume, aujourd'hui quand quelqu'un décède, on va à la mairie, il y a un certificat de décès, il y a sur la tombe, en général on marque le nom de la personne et puis ses dates de naissance et de décès. Et bien à cette époque-là, et entre autres, pour tout sur les linceuls, on mettait des papyrus avec le nom de la personne, la date, et quand c'était des crucifiés, on marquait les motifs de la crucifixion et la date à laquelle, parce que alors là, c'est aussi dans les habitudes de l'époque, un crucifié était de toute façon complètement impur, hein, il ne fallait surtout pas le mélanger, c'est pour ça qu'un crucifié était forcément mis dans un tombeau dans lequel il n'y avait jamais eu d'autres personnes. C'est le cas de Joseph d'Arimathie, lui son tombeau était vide, c'est pour ça qu'il a eu Jésus à l'intérieur, mais était inscrit sur le papyrus, sur des papyrus, la date à laquelle, parce qu'en fait c'était 6 mois de temps, pendant 6 mois le corps devait rester, et au bout de 6 mois, la famille avait le droit de reprendre le corps du crucifié. Et en fait, cette jeune femme a vu, par les signes là, les règles concernant le choix de la sépulture. Hein, je viens de vous parler, les inscriptions portées sur les papyrus, les langues utilisées, puisque c'était toujours marqué dans les 3 langues compréhensibles par tout le monde. Et bien, qu'est-ce qui a été découvert sur le linceul, donc verso? Alors, j'ai pas fait de grec, donc si vous avez fait du grec, vous allez pouvoir suivre. Sinon, je vous transcris ce que l'on m'a donné, mais qui est vrai. Vous avez le texte qui est ici, et bien c'est à partir de lettres. Alors c'est des fragments, puisque c'était sur des papyrus qui bien sûr sont partis, donc des fois il peut manquer des mots, mais c'était ce mot grec qui veut dire Jésus. Et puis plus visible, vous avez ici, même si vous n'avez pas fait de grec, Nazaréus,
ou Nazaréno, eh bien en fait c'est le nazaréen. Et là encore, permettant de dater les haines, ces deux haines qui est accrochées qu'on a là, puis qu'on a aussi dans le Inéché qui est là, eh bien ça s'est fait à une époque très précise, en gros dans les 2 premiers siècles. Hein, et c'est tout, après il n'y avait plus au niveau du grec ces deux haines accolées. Donc tout ça, ça a permis de les mettre en relation et de s'apercevoir que le corps qui était à l'intérieur était le corps de Jésus le Nazaréen. À ma connaissance, des Jésus de Nazaréen, il n'y en a pas eu des milliers. Hein. Bon, je plaisante en disant ça, mais c'est quand même pour bien avancer. Et quand on veut des preuves un peu que le corps qui était à l'intérieur était quelqu'un de très précis, c'est un apport de plus. Hein. Donc ces photographies, l'image elle est inexplicablement imprimée en négatif. On ne sait pas, on constate, mais elle est en négatif. La qualité des détails que l'on a, sous les taches de sang, il n'y en a pas. Alors, là je vais vous en faire grâce de beaucoup, mais les analyses scientifiques, on va dire les 3 principales. D'abord, les prélèvements d'échantillons de poussière. Ça a commencé qu'en 1973. On a constaté que sur Saint-Suaire, il y avait de la poussière, il y avait des petits produits, là, les pollens. Ces pollens que l'on a, alors ça a commencé sur le côté là, on les a pris, ces pollens, ils ont été analysés, et puis après, en 1978, un autre chercheur a repris l'étude plus en détail, et alors pour bien comprendre, c'est que les fibres de lin, donc voilà toutes les fibres, si on grossit là, on va arriver sur une fibre de lin. Les pollens, c'est ça, c'est quelques microns. Là, je suis dans le micron toute la soirée. Ces pollens que l'on a là, qui ont à peu près une taille de, vous voyez, 5 microns, eh bien, les analyses ont montré, alors je vous fais grâce de tout le détail, mais simplement que la grande majorité était en Asie. Et il faut savoir que les pollens, ça ne fait pas des kilomètres, ça vole au vent, maximum, on va dire 500 mètres, c'est tout. Donc ces pollens, quand on a des arbustes de la région de Jérusalem et que certains ne se trouvent que dans cette région-là, c'est donc que le Saint-Suaire est bien passé à cet endroit-là. On retrouve les épineux qui sont les épines, de la couronne d'épines. Et puis cette aragonite du travertin, c'est quoi? C'est de la terre. C'est de la terre, ça a été découvert plus tard, mais à l'endroit du front, des genoux et des pieds. Il a été découvert de la terre et les études ont montré, parce que alors, la terre d'ici n'est pas la même terre qu'à Angers, qui n'est pas la même terre qu'à Paris. Il y a des petites différences pour les spécialistes, ils arrivent à détecter, à bien le trouver. Et cette aragonite du travertin, eh bien que l'on trouve, ça veut, comme c'est à l'endroit du front, des genoux et des pieds, c'est que la personne qui était dedans avait marché ou était tombée sur le front, sur cette terre qu'il y avait. Alors, ce qui est intéressant en continuant, c'est qu'en 2011, c'est pas vieux, en 2011, vous avez une jeune femme qui est donc palynologue et qui a découvert, mais parce qu'on ne pouvait pas le trouver avant, il n'y avait pas les moyens techniques, scientifiques de le trouver, a découvert que sur le tissu, donc à l'intérieur, il y avait de la myrrhe et l'aloès. Cette myrrhe et cet aloès qui avaient été mis en par Nicodème dès le départ en très grosse quantité, c'est pour ça que ça a été retrouvé. Donc cette myrrhe et cet aloès, donc elle a découvert, ça confirme bien ce que Nicodème avait mis en très grosse quantité. Et surtout, ce qu'elle a découvert, c'est que c'est grâce à cette myrrhe et cet aloès qu'on a pu trouver les pollens, parce que c'est en fait ce corps, myrrhe et aloès un peu gras, c'est ça qui a retenu les pollens. C'est-à-dire qu'en fait, les pollens se sont trouvés collés sur cette myrrhe et cet aloès, et c'est pour ça qu'on a retrouvé les pollens, parce qu'il est sûr que le Saint-Suaire, au fil du temps, a quand même été, secoué, il a été manipulé, et il est sûr que les pollens auraient pu partir. Et le fait qu'on les ait toujours à notre époque, c'est par 2011, c'est pas... c'est grâce à ça qu'on a pu les retrouver. Sans savoir en 1978 pourquoi ils étaient là, on constatait qu'ils étaient là, mais ce qu'elle a trouvé en 2011, c'est ça. Donc, pour aussi préciser, c'est que les pollens permettent de dater, les lieux, la datation précise, parce que certains pollens n'existent plus depuis plus de 1000 ans. Donc, voilà. Et puis, pour les analyser, microscope 1590, microscope électronique, j'avais dit que j'en parlais plus de la datation, les microscopes électroniques, 1932,
Moyen-Âge, impossible de découvrir et de savoir les pollens et de les mettre. Donc est arrivé, en avril 88, le test pour le carbone 14. Alors, rappel, je vais passer un peu vite, mais rappel, le carbone 14, tout corps vivant contient du carbone 14 et du carbone 12. Le cas au moment du décès ou de l'arrêt de vie de ce corps, ça peut être un arbre, hein, ça peut être un être humain, mais ça peut être un arbre. Le carbone 12 ne bouge plus et reste stable, et le carbone 14, avec le fil du temps, baisse. Et donc, c'est ce professeur Libby, un Américain, qui a d'ailleurs été prix Nobel de chimie en 1960, a découvert la proportionnalité entre la perte de carbone 14 et le nombre d'années que ça entraînait, en précisant bien qu'il fallait absolument faire rentrer des paramètres qui étaient la conservation de ces tissus. Alors, c'est très précis, quand ils datent des momies, hein, ils arrivent très précisément, simplement ils savent la momie, elle a été gardée pendant tant d'années dans un endroit, alors que là, le Saint-Suaire, on ne savait pas très bien ce qu'il faisait comme voyage. Et donc, ce qui est arrivé, eh bien, c'est que ce test, alors je passe vite là-dessus, mais il est précis à 30 ans près. 30 ans près, vous voyez tout de suite une chose, c'est qu'entre 1260 et 1390, c'est à plus de 30. Hein. Donc, déjà, premier problème. Ensuite, la zone qui a été prélevée n'était pas forcément très partielle, dans ce sens qu'il s'est avéré avec le temps. Hein. Les années passant, c'est peut-être ce qui a été prélevé, c'était peut-être ce que les Clarisses avaient recousu. Hein. Alors effectivement, quand il a été dit que c'était du Moyen-Âge, les Clarisses en 1500, elles ont pu mettre une pièce du Moyen-Âge. Donc, voilà. Et puis, ces facteurs extérieurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dire que la communauté scientifique reconnaît, non pas que le carbone 14 est un mauvais test, mais que c'était pas forcément, pour de multiples raisons. Alors là, je pourrais être une journée entière là-dessus. Multiples raisons ont fait que l'honnêteté n'existait peut-être pas à ce moment-là. Donc, en plus, il y a eu ce test de la vanilline. Alors la vanilline, elle se trouve dans du lin. Et le lin, c'est du linceul, c'est du lin. Et bien, pareil, elle diminue avec le temps de vie du lin. Et qu'est-ce qu'il a constaté, ce Aeroger? C'est que, comme sur les rouleaux de la mer morte, il n'y en a pas sur le sol, mais les rouleaux de la mer morte, ils sont bien datés, 3e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après Jésus-Christ. Et par contre, sur ce qui a été analysé au carbone 14, eh bien, on trouve de la vanilline. Donc, voilà, c'est là où on se dit pas très normal. Donc, pour se distraire 3 minutes, non mais se distraire très sérieusement, il y a eu des expérimentations de fait pour essayer de comprendre pourquoi ça réussissait, pourquoi au début il n'y avait pas d'image. Il faut savoir au début, c'est que par exemple, on se dit, mais quand ils ont pris le Saint-Suaire dans la tombe, ils l'ont emmené, il faut savoir que les chrétiens, au début, étaient quand même assez, pas très dans les rues, ils étaient plutôt persécutés. Donc prendre un tissu déjà qui avait du sang, c'était pas très bien noté. Et puis ils l'ont pris, mais ils l'ont plus ou moins caché. On ne l'a trouvé en gros qu'à partir de l'an 400. Enfin, on a réussi à le retrouver. Simplement parce on s'est dit, mais pourquoi ils n'ont pas vu d'image? Alors il y en a qui ont fait des expérimentations, qui sont arrivés à montrer qu'il n'y avait peut-être pas d'image au début, l'image était arrivée après. Alors ces expérimentations, la première, que je trouve intéressante, amusante mais intéressante, 2 Italiens se sont dit, bon comme on a tous ces repères de symétrie par rapport aux brûlures du code exprès, et puis on a les repères des taches d'eau ou des destructions ici, ils ont pris un tissu de lin, parce que ce qu'ils voulaient en fait essayer de trouver, c'est comment ça avait pu être conservé au départ. Donc ils ont fait ces pliages, vous savez, quand je dis ça c'est amusant, parce qu'on me dit, on est revenu, ils les ont pliés en fonction de toutes les marques qu'il y avait. Donc avec les tâches, ils ont replié comme ça, et ils sont arrivés à une chose, c'est qu'à force de replier, eh bien, ils sont arrivés à trouver le pliage qui était fait au niveau de l'image de ce que l'on a appelé pendant très longtemps le mandillion. Le mandillion, pour savoir, c'est quelque chose qui en l'an 500, 600, 700, 800, il y a des écrits, il y a des textes qui montrent
que on montrait, enfin était présenté alors à des notables, à des empereurs, à des rois, était présenté un tissu qui était plié, pour lequel on voyait le visage. Et bien quand on refait tous ces pliages là, on arrive à recréer ce qui était ici présenté le mandillion, là sous forme de dessin, mais avec le visage. Et donc ça peut montrer, ça peut expliquer que ce qui était présenté plié, hein, donc c'était écrit sur les textes, et bien ce mandillion c'est devenu après le Saint-Suaire. Et puis, ils se sont dit, mais comment ça a pu être gardé? À l'époque, au début des premiers siècles, il y a les jarres de Qumran, c'est là-dedans qu'il y avait les Mermont, ces jarres de Qumran servaient beaucoup pour entreposer les produits. Et donc ces deux Italiens ont pris un tissu de lin, et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont replié, ils ont rentré le tissu plié dans les jarres, ils ont mis un peu d'eau parce que voilà, il fallait bien qu'il y ait les taches qui se mettent dessus, et quand ils ont ressorti le tissu déplié, ils sont arrivés à retrouver exactement les mêmes taches que ce qui, enfin exactement, une grande partie des taches qui se trouvent sur le Saint-Suaire. Ça ne veut pas dire que le Saint-Suaire a été conservé dans les jarres de Qumran, mais ils arrivent à montrer qu'il est possible que ce tissu ait été gardé dans les jarres de Qumran, ce qui étaient les jarres dans lesquelles on mettait les produits à l'époque. Alors un autre essai, c'était du roussissement. Si vous avez ici le Quasimodo, c'est un âgé maintenant, qui est agrégé de chimie nucléaire. Alors attention, ne me faites pas dire que ça y est, le roussissement et le corps est parti nucléairement parlant. Simplement, il s'est dit, c'était l'époque du carbone 14, et il voulait montrer quelque chose. Il s'est dit, bon ben moi, avec mes protons, là je connais bien, enfin, je vais prendre le lin et je vais envoyer une dose de protons qui fait roussir de 30 microns, enfin là, la fibrille sur le dessus. Il a envoyé son dosage, et puis qu'est-ce qu'il a obtenu? Eh bien, il a obtenu le roussissement, mais surtout ce qu'il a constaté, parce que c'est ce qu'il voulait montrer à l'époque, eh bien, c'est que ce tissu de lin rajeunissait d'une quantité d'années extraordinaire. Donc c'était l'époque du carbone 14, il voulait montrer que quelque chose d'extérieur pouvait très bien faire bouger les dates. Et puis, vous avez ces trois Italiens, alors beaucoup d'Italiens, parce que forcément c'est plus adapté, eh bien, ils ont envoyé des faisceaux laser. Alors, ne me dites pas non plus, ne me faites pas dire que le corps est parti ou qu'il est impressionné sous forme de laser. Simplement, ce qu'ils ont voulu montrer, c'est que si on n'avait pas vu d'image au départ, eh bien aujourd'hui, on savait très bien, on envoyait de la lumière type laser, et il fallait attendre à peu près 1 an pour qu'une image soit visible sur le tissu. Donc simplement, ce qu'ils veulent montrer, c'est qu'une image ne se forme peut-être pas immédiatement, il peut y avoir des tas de facteurs qui font que... Alors, en conclusion de ça, c'est l'image d'un crucifié, c'est pas une peinture, ça aussi c'est clair, net, précis, il n'y a pas de pigment, il n'y a pas les images négatives, on ne sait pas comment ça s'est formé, l'image tridimensionnelle, je repasse vite là, parce que c'est... et puis les traces de sang, voilà, c'est... Alors, il y a des correspondances avec... Il y a d'autres sphères. Et entre autres, le premier, c'est le sphère d'Oviedo. Le sphère d'Oviedo, qui est à Oviedo, au nord de l'Espagne. C'est quand Jésus était descendu de la croix, on mettait un tissu sur le visage, parce qu'on ne montrait pas le visage. Eh bien, ce tissu, alors qu'il lui est daté beaucoup plus loin, parce qu'on remonte à l'an 600 de première découverte. Surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'avec ce sphère d'Oviedo, au niveau des taches, enfin les taches de sang sur le visage, parce que sur le sphère d'Oviedo, il n'y a que la partie du visage, correspondent exactement aux taches de sang que l'on trouve sur le sphère de Turin. Donc, coïncidence. La coiffe de Cahors, bon... on ne sait pas bien, mais il est probable que le visage ait été enveloppé. Quand on regarde le Saint-Suaire, on ne le voit pas sur les images là, mais il y a du blanc à cet endroit-là au niveau des cheveux. Ça peut correspondre à la coiffe de Cahors, en gros une mentonnière.
Et puis il y a le voile de Manopello, qui est plus couramment, qui est le voile de Véronique. Bon, là aussi, on ne sait pas comment l'image s'est formée, mais enfin on constate simplement c'est que cette image, si on les superpose toutes les deux, du voile de Manopello et de Saint-Suaire, on a une correspondance parfaite. Il n'y a pas de sang sur le voile de Manopello, puisque si c'est le voile de Véronique, il n'y avait pas encore le sang de la crucifixion. Alors, simplement ce trou qu'il y avait, puisque aujourd'hui on sait très bien, mais là il y a un trou entre 1240, on va dire 1200 et 1300, ce trou avec ce que je viens de vous montrer et toutes les découvertes scientifiques, ça aurait tendance à montrer que ce que l'on connaissait bien ici depuis sur l'an 384, mais même un peu avant, jusqu'à ici, le morceau de linceul à Paris, ça c'est peut-être qu'un petit morceau, mais on ne sait pas. Là, enfin on va dire jusqu'à là, c'est le même. Là, c'est ce que tu as montré, enfin, ils veulent montrer toutes ces découvertes scientifiques. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas remonter tous les pas. Simplement, Jules II, pourquoi Jules II? C'est parce que c'est celui qui a mis la garde suisse, et comme je suis très fanat de la garde suisse, voilà, mais simplement parce qu'il a parlé, en parlant du Saint-Suaire, il a parlé unique linceul dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ lui-même fut enveloppé au tombeau. En 1506, il disait déjà ça. Et puis après, j'en saute, et on arrive à Jean-Paul II, qui disait le Saint-Suaire, relique aussi insolite et mystérieuse. Donc quand un pape dit relique aussi insolite, ce n'est pas des mots utilisés au hasard. Quand il dit après, c'est une provocation à l'intelligence, l'Église exhorte à aborder l'étude du Saint-Suaire sans préjugés, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est de voir ce que la science découvre. Benoît XVI, le récent, 2010, on nous parle le Suaire, je vous laisse lire, mais enfin il dit bien, écrit avec le sang d'un homme flagellé, couronné d'épines, crucifié, tout ce que l'on voit dessus, ça correspond bien aux évangiles. Alors, là, je trouve ça bien, parce que c'était le cardinal en 2005, cardinal qui était custode du Saint-Suaire à Turin. Nous savons avec certitude que le linceul ne peut être un faux. Ça, il ne dit pas que c'est un vrai, mais il dit, on sait avec certitude que c'est pas un faux. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Ça c'est personnel, donc je passe. Voilà. Non, vous vouliez voir? Alors je reviens en arrière. J'ai, pour de multiples raisons, alors j'ai pas été à la Grande Chartreuse, pas du tout, mais on connaissait qu'il y avait un prêtre qui allait rentrer à la Grande Chartreuse. Le prêtre, c'était l'aumônier de ma fille à l'école, à Saint-Michel de Puce. Et ce prêtre, ayant abouti, ayant su, parce qu'il était natif de ce point-là, et qu'il allait rentrer à la Grande Chartreuse, donc on est allé voir la Grande Chartreuse pour voir ce que c'était. Et puis bon, pour voir ce que c'était, voilà. Et puis en regardant bien, quand on passait dans la chapelle pour visiter, parce qu'on ne voit pas grand-chose, mais enfin il y a un musée à côté, et première chose en visitant une cellule des moines, je vois une image, cette image-là, j'allume. Là, donc, mise sur le... je vais laisser allumer maintenant. Donc, cette image-là, puis on continue, puis on arrive dans une petite chapelle là, et qu'est-ce que je découvre? Oh, cette image-là. Alors, bon, moi, ça me parle beaucoup, et donc je dis, eh bien, je vais écrire au prieur pour savoir. Ma fille et mon épouse me disent, de toute façon, tu n'auras jamais de réponse, ils ne répondront pas, ils ne communiquent pas avec l'extérieur, ils disent, bon, pas tout, à l'ère numérique, et donc j'ai envoyé un mail. Et gagné, perdu. 2 jours après, il me répondait, et il me répondait ceci: nous cherchons la face du Christ et la face de Dieu, et cette relique vous impressionne. Et ben voilà, ce père prieur de la Grande Chartreuse en 2007, il disait bien cette relique nous impressionne. Bon, c'est son avis à lui, mais enfin, je dis toujours, tous ces gens-là n'utilisent pas un mot à la place d'un autre. S'il dit ça, c'est parce que, ben voilà. Alors, là il y a marqué, vous ne voyez pas parce que c'est. Et pour terminer,
on va se poser simplement ces questions. Parce que, on dit, mais l'Église, qu'est-ce qu'ils en disent? Pourquoi ils ne reconnaissent pas? Pourquoi... Alors, on va dire, si l'Église, alors je vais dire le Vatican, enfin, si l'Église considérait ce tissu comme rien de plus qu'un tissu sur lequel il y a une image, on pourrait se poser la question pourquoi il prendrait autant de précautions. Aujourd'hui, ce linceul, il est mis à plat donc depuis 2004, 5, dans cette plaque avec vitre blindée et un gaz spécial à l'intérieur. Après, c'est-à-dire qu'il n'est plus jamais maintenant roulé ou replié, il est gardé à plat parce qu'ils se sont aperçus qu'à force de le déplier, ça abîmait le tissu et les images. Donc, s'il n'y attachait pas autant d'importance, pourquoi le mettrait-il comme ça? Alors, en continuant dans cette même logique, on va... Pourquoi? Parce que si eux veulent le garder là, on peut dire, bon, bah, d'accord, c'est leur idée, mais pourquoi on sent Pourquoi on sent? C'est parce que le Codex prédessinait les trous. Donc, avant on sent, bon, c'est pas la date, il y a eu cette tentative de destruction faite par le feu. Pourquoi? En 1532, l'incendie dans la Sainte-Chapelle de Chambéry, qui a détruit, voilà, c'est la niche, elle reste toujours, elle est comme ça, là, et c'est parce que, pourquoi il y a eu tous ces dégâts, c'est parce qu'il y avait donc le plomb, enfin, la seule était dans une chasse, mais recouverte de plomb à l'intérieur, et c'est ce plomb qui a fondu. Alors après, ils ont changé, suite à ça, ils ont mis dans une chasse, mais avec de l'amiante, à l'intérieur, qui protégeait. Mais en 1972, une personne, donc il était à Turin, a mis le feu dans la cathédrale de Turin, la chapelle royale, et il a dit, ouais, le but affirmé, c'est de détruire le linceul. Voilà. Alors on n'a jamais su si c'était un fou, si c'était commandité, mais enfin, s'il veut le détruire, c'est que ça le gêne, même si c'est un fou. Et puis on peut se poser la question, pourquoi en 1990, deux personnes pénètrent dans la nuit par une corde, renversent de l'essence, pénétrer avec une corde dans une cathédrale et renverser de l'essence autour du reliquaire, c'est pas dans un but, tiens, je viens faire un petit tour. Voilà, donc on peut se poser la question, ils ont été arrêtés aussi, mais enfin voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et puis dans la nuit du 11 au 12 avril 1997, juste avant l'ostension de 98, qui était pour les 100 ans de la découverte de la photo, 8 endroits différents, la cathédrale de Turin. Alors je vais essayer une grande réalisation, si ça veut bien marcher. Ça devrait marcher. C'est parti. Voilà, donc le sommet de la cathédrale de Turin, un incendie très fort. Après, je vous raconterai l'histoire du pompier, mais pour quand même se rendre compte des dégâts. Pensez qu'en dessous, il y a le Saint-Suaire qui est dans une chasse et dans un local de 7 vitres blindées en verre, indestructibles. Et là va arriver notre pompier qui n'était pas de service et qui avait décidé de casser les vitres blindées pour essayer d'enlever la chasse. Et puis il n'y arrivait pas, et après il a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit tape là, et voilà, il a tapé là, et voilà ce qui s'est passé. La vitre a explosé, ils ont pu retirer la chasse dans laquelle se trouvait le Saint-Suaire, et dans les 5 minutes qui suivaient, la toiture s'effondrait à cet endroit-là. Alors, on peut dire ce que l'on veut, c'est... Voilà ce qui restait de la toiture et de l'endroit où se trouvait le Saint-Suaire. Alors, miracle, pas miracle, je ne sais pas, là, mais voilà ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'il dit. Mais il y a une multitude de gens qui veulent sa destruction, donc c'est un peu normal qu'aujourd'hui ça soit très protégé. Voilà, je suis bien dans les temps. Alors, simplement pour finir, si vous souhaitez aller plus loin,
Vous avez un site internet. Alors, si vous ouvrez internet et vous tapez Saint-Sphère, vous allez trouver 15 pages de site internet. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a les scientifiques, il y a les encensés, il y a les fous, il y a les. Enfin, il y a de tout. Mais il y en a un, il y en a deux bien. Il y en a un, c'est le site internet officiel du diocèse de Turin, sindon.org. Qui est très bien, qui est simple mais qui est bien. Et puis vous avez un autre site, voilà, qui s'appelle le saint-sphère-de-turin.net, qui est très bien aussi. Très bien pour me demander, c'est moi. Non mais comme ça vous retrouverez plus détaillé. Mais si vous voulez encore plus détaillé pour aller plus loin, allez continuer ma pub. Voilà. Vous avez un très bon livre, qui est préfacé par quelqu'un que vous connaissez, j'ai oublié l'auteur, mais qui est préfacé par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est un fan, c'est pas ça, du Saint-Sphère. Donc là, non, c'est un livre qui est ça a plus d'un an maintenant. Vous retrouverez un peu tout ce que je vous ai dit, mais très illustré, peut-être plus détaillé dans certains moments, parce que là, il fallait que je tienne quand même le temps, les 25. Donc voilà. Bien, si vous avez des questions, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé, ne pas avoir été trop rapide, c'est vrai que j'étais vite, mais enfin faire un peu un survol, c'est toujours difficile quand il faut parler en peu de temps. Enfin, 1h15, c'est bien. Là, mais si vous avez des questions, eh bien, je vous remercie. Passionné qui, pour savoir pourquoi je me suis intéressé à ça, en 1978, je n'avais jamais entendu parler des Saint-Sphère, et puis est venu à mon oreille ceci. Et vous souvenez-vous, en 1978, on ne connaissait pas, il n'y avait pas beaucoup de découvertes de fait dessus. C'était, mais toi qui travailles chez Kodak, tu dois pouvoir expliquer, comprendre cette image. Mais je me suis pris d'intérêt, et puis depuis 1978, parce que je ne suis pas scientifique, je ne suis pas historien, je ne suis pas théologien, mais j'ai suivi et je continue de suivre, alors à distance ou par les résumés, par les documents. Je connais, quand je parlais de Thierry Castex, je le connais, quand je parlais de d'Aldo Guerrecci, ce photographe de Turin, qui est le détenteur des images, parce que c'est un peu le garde, c'est celui qui a pris la succession des premiers photographes. Je le connais là. Donc, puis la photo rassemble beaucoup. Donc voilà, je m'intéresse à tout ça. Il y a eu, c'est pas vieux, il y a 3 semaines, un colloque en Italie de 2 jours sur le Saint-Sphère. Bon, malheureusement, c'était tout en italien, alors les en italien, mais bon, j'ai réussi. Puis après, il y a des résumés qui sortent, donc ça va, j'arrive. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais oui, il y a samedi saint, après-midi, une ostension, qui même si vous n'avez pas la raille, vous ne pas s'y retransmettront, mais ça sera sur Internet. Vous allez sur le site de la raille, Internet, l'après-midi, parce que ce sera à la cathédrale de Turin. Bon, ça peut être intéressant à voir. Bien, si vous avez des questions, mais sinon je ne vous retiens pas, parce que je sais qu'il y a des heures à respecter, mais... Non, tout est clair, oui. Facile. Écoutez, merci de votre écoute, de votre participation, et puis peut-être... Merci beaucoup, bravo.